Bienvenue. Aujourd'hui, on explore la vie assez incroyable de Madame du Barry. Née Jeanne Bécu, elle est devenue la dernière favorite officielle de Louis XV. On va s'appuyer sur des extraits de Wikipédia pour démêler un peu son parcours, des origines modestes jusqu'à Versailles, et puis sa fin tragique sous la Terreur. Oui, c'est une trajectoire fascinante, vraiment. Une ascension sociale fulgurante pour l'époque. Et elle se retrouve au cœur des intrigues, des tensions, juste avant les grands bouleversements. Elle incarne en quelque sorte ce faste d'un monde qui va bientôt disparaître. Alors, pour commencer, ses débuts. Elle naît en 1743, fille illégitime, sa mère est couturière, le père, bon, c'est incertain. C'est ça. On parle d'un moine ou d'un financier, peu importe, au fond. Ce qui est sûr, c'est qu'elle reçoit une éducation euh, assez bonne dans un couvent. Une éducation qui lui servira. Petit boulot à Paris, apprentie coiffeuse, vendeuse. Elle rencontre même la future peintre, l'abbe Guillard, paraît-il. Bref, elle se fait remarquer. Et c'est là qu'arrive le comte Jean-Baptiste du Barry. Un personnage, disons, haut en couleur. Noble, mais libertin, et surtout très intrigant. Exactement. Lui, il voit tout de suite le potentiel. Pas juste la beauté, mais un moyen d'arriver à ses fins et surtout d'approcher le roi. Il va la former, en quelque sorte. Oui, il l'introduit dans certains cercles, lui apprend les codes. Et il orchestre la rencontre avec Louis XV, vers 1768. Mais pour qu'elle soit présentable à la cour, il lui faut un titre. Ah, le fameux mariage blanc avec le frère du comte, Guillaume du Barry. C'est ça, une manœuvre un peu cynique peut-être, mais nécessaire. Elle devient donc la comtesse du Barry. Et son arrivée à Versailles, ça ne se passe pas facilement. Elle est présentée officiellement en avril 1769, mais l'accueil. Glaciale, tout à fait. Ses origines modestes, son passé, ça choque beaucoup de monde à la cour. Elle n'est pas noble, quoi. Et elle se retrouve au milieu des jeux de pouvoir. Le duc de Choiseul, le ministre principal, il la voit d'un mauvais œil, non? Carrément. Pour lui, c'est une menace potentielle à son influence. Et à l'inverse, les ennemis de Choiseul, comme le duc d'Aiguillon ou Richelieu, eux, ils vont utiliser son influence auprès du roi. Même si Louis XV, lui, il aimait bien justement qu'elle ne se mêle pas trop de politique. Elle a quand même joué un rôle indirect dans la chute de Choiseul alors. Oui, indirectement, elle y contribue. Et puis, il y a l'autre grande confrontation. Avec la dauphine, Marie-Antoinette, arrivée en 1770. Ah oui, une animosité célèbre. Marie-Antoinette, très jeune, influencée par les filles de Louis XV, les mesdames. Elle la méprise ouvertement. Elle refuse de lui adresser la parole pendant longtemps. Ça devient presque une affaire d'État. Jusqu'à cette phrase archi connue en 1772, il y a bien du monde aujourd'hui à Versailles. C'est tout. C'est tout. Le minimum syndical pour apaiser le roi et ne pas froisser l'alliance avec l'Autriche. Ça montre bien le fossé. Malgré tout ça, elle devient une mécène importante, peut-être pas aussi longtemps que Madame de Pompadour, mais quand même. Oui, son impact est réel. Elle a un goût très sûr, très moderne pour l'époque. Elle soutient des artistes, des artisans. C'est elle qui contribue et lance le style néoclassique, qui annonce déjà le style Louis XVI. Ah oui, des exemples concrets? Le plus célèbre, c'est son pavillon de musique, à Louveciennes, construit par Ledoux, une pure merveille néoclassique. Elle commande aussi des tableaux à Droit, Greuze, Fragonard. Et elle lance la carrière de Vigée Lebrun, en quelque sorte. Elle influence même la mode, les tissus à rayures, c'est elle. Une vraie influenceuse avant l'heure alors. On peut dire ça, oui. Mais tout s'arrête net en 1774. La mort de Louis XV. Exactement. Louis XVI, le nouveau roi, l'exile immédiatement, d'abord dans une abbaye, puis elle est autorisée à revenir dans sa propriété de Louveciennes. Elle y mène une vie plus tranquille. Plus retirée, oui, mais confortable. Elle a une longue liaison avec le duc de Brissac, et fait intéressant, elle reçoit des visites. Même l'empereur Joseph II, le frère de Marie-Antoinette, vient la voir et la traite avec courtoisie. Mais la Révolution arrive. Comment est-ce qu'elle bascule? Elle n'était pas hostile au début? Non, pas forcément. Mais ses contacts avec des immigrés, et surtout un vol de bijoux spectaculaire en 1791, ça la rend suspecte. Elle fait des voyages en Angleterre pour essayer de les récupérer, c'est ça? Oui, plusieurs voyages. Et en pleine Révolution, ces allers-retours sont interprétés comme de l'aide à la contre-révolution. Et puis il y a la trahison. Zamor, son ancien page. C'est ça. Un jeune homme d'origine bengali qu'elle avait éduqué, mais qu'elle avait fini par renvoyer, c'est lui qui la dénonce. Elle est arrêtée en pleine terreur, en septembre 1793. Le procès est rapide, expéditif, condamné à mort. Et son exécution,
Elle est restée dans les mémoires. Oui, le 8 décembre 1793. Ses cris, ses supplications au bourreau. Encore un moment, monsieur le bourreau. C'était très différent du stoïcisme habituel des condamnés de l'époque. Une fin vraiment tragique. Voilà, on a esquissé le parcours incroyable de Madame du Barry, ascension fulgurante, un rôle complexe à la cour, mais saine aussi, et cette fin brutale. Une figure qui incarne vraiment les contrastes de son temps. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question, peut-être au-delà de l'image de la favorite belle mais roturière, et puis de la victime de la terreur. Quelle a été la profondeur réelle de son influence? Son mécénat, même s'il a été plus court que celui de la Pompadour, a-t-il vraiment laissé une empreinte durable sur les arts? De quoi continuer à réfléchir.